Gostaria de agradecer por essa conferência extra, né, ao Felipe Lamichaux. Nós estamos aproveitando e lançando o livro dele, que ele editou especialmente para nós, né, aqui no Brasil, chamado Filme, por uma teoria expandida do cinema. E também gostaria de agradecer à Escola do Olhar, né, o MAR, por ter cedido de novo, né, esse espaço aqui, o auditório, no final de semana, e a Embaixada da França no Brasil, né, que concedeu a tradução simultânea para nós. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Felipe Lamichaux. Obrigado. Merci Tadeu. Alors c'est un petit chassé-croisé en fait, puisque la conférence de mardi était plus liée à la publication du livre qui vient de sortir dans la collection dirigée par Tadeu Capistrano. Et aujourd'hui, je parlerai plutôt de la question des spectres qui était censée s'inscrire dans la série de conférences qu'il organise au MAR. Donc aujourd'hui, je parlerai de films et de feux d'artifice. Vous m'entendez avec le micro, ça va? Oui. Bon. Je parlerai de films et de feux d'artifice et la conférence s'appelle Stylistique des fantômes. On peut peut-être passer la première diapositive. Voilà. Alors, mon idée, c'est que le film n'est pas né à la fin du 19e siècle. Ce qui est né à la fin du 19e siècle, c'est une application du film qui s'est appelée le cinéma. Et si on oublie l'origine technique du film, c'est-à-dire la rencontre de plusieurs paramètres techniques, à savoir les émulsions rapides, les supports souples transparents, la perforation, etc., qui donnent lieu au système de l'enregistrement et de la projection. Donc si on oublie cette origine technique du film, alors on voit se dessiner avec des dispositifs culturels et des techniques beaucoup plus anciennes, des relations qui échappent à la simple sphère de la technicité. Et je pense que on peut voir dans les feux d'artifice une sorte de dispositif préfilmique ou au contraire, dans le dispositif filmique, quelque chose qui se rattache à la tradition des spectacles de feu. Alors, selon un auteur chinois qui s'appelle Xiao Shui-min, qui a été traduit en anglais en 1753, un manuel de pyrotechnie qui s'appelle Outlines of Pyrotechnics en anglais. Donc, selon cet auteur, je le cite, « Les fusées sont les yeux des feux d'artifice et sont tirés en ouverture pour tranquilliser l'assistance. » Et l'auteur, Xia Shui-min, recommande un emploi mimétique des substances pour la fabrication des fusées qui suppose une conception sympathique des forces de la nature. Il y a une sorte d'imitation des puissances naturelles dans les effets requis pour les feux d'artifice. Par exemple, dit-il, le charbon de grillons, donc les grillons brûlés, possède la propriété de s'élancer dans l'air en avant. Donc les fusées fabriquées avec du charbon de grillons sautent en avant comme des grillons. Il dit, celui de noix de coco, le charbon de noix de coco, produit des bruits d'éclaboussure. Et celui des feuilles de bambou, un sifflement. Alors dans la tradition occidentale aussi, comme dans la tradition chinoise, les spectacles de feu, les spectacles de feu d'artifice, procèdent aussi d'une interprétation animiste des forces de la nature. C'est une manière d'élucider, d'explorer les pouvoirs des éléments naturels dont ils reproduisent à la fois le déploiement et les effets. Les feux d'artifice, en Occident comme en Orient ou en Extrême-Orient, vise à représenter tous les aspects de la matière en imitant ses propriétés. C'est ainsi que Amédée François Fraisier, qui en 1706 écrit lui aussi un traité de feux d'artifice intitulé « Traité des feux d'artifice pour les spectacles », donc Fraisier distingue
les feux qui s'étirent ou sont portés dans l'air, à savoir, il fait une sorte de taxinomie des fusées, hein, donc fusées, serpenteaux, pluie de feu, étoiles, balles, étincelles. Il distingue les feux qui brûlent sur la terre, hein, donc il oppose les feux qui sont lancés en l'air et les feux qui brûlent, qui sont disposés sur le sol. Lances et jets de feu, soleil, girandoles, gerbes, pyramides, cloches. Et enfin, les feux qui sont lancés sur l'eau. Trompe, jatte, fontaine. Et la combinaison de ces trois éléments, éléments d'air, éléments de terre et éléments d'eau, leur combinaison permet de reproduire les phénomènes naturels de la génération et de la corruption, éclosion, écoulement, flétrissure, éruption, qui donnent en fait le répertoire des effets recherchés dans les spectacles de feux d'artifice. Il s'agit d'imiter les effets des forces de la nature. Alors, on peut montrer peut-être la première diapositive. Qui est une estampe de Hiroshige Utagawa du début du XIXe siècle, qui représente un feu d'artifice sur le pont Ryogoku. Et donc, vous voyez très bien dans la gravure comment il y a une opposition entre les fusées, hein, c'est-à-dire ce trait linéaire qui traverse la surface du ciel, et les étoiles, donc des points discontinus qui se dispersent à la surface du ciel. Et ces deux systèmes, fusées et étoiles, se répondent et se superposent en un système de traits et de taches, et sont en fait les deux éléments graphiques fondamentaux auxquels les pyrotechniciens ont recours dans la composition des feux d'artifice. La fusée laisse une trace lumineuse derrière elle, et l'étoile, au contraire, s'élève de manière invisible dans l'obscurité et se répand en flaques. Donc, conçu comme un tracé sur la surface du ciel, le feu d'artifice se transforme en dessin en mouvement. Alors, diapositive suivante. Voilà. Alors, les graveurs et les dessinateurs de la Renaissance et de l'âge classique ont fait preuve d'une inventivité formelle absolument extraordinaire pour capter et pour représenter le caractère instantané, transitoire et évanescent des feux d'artifice. Comment représenter l'énergie en acte? Comment représenter un effet de dépense lumineuse sans stabilité? Alors, la recherche d'une transposition graphique de l'instabilité des figures conduit à substituer à la forme de l'objet la configuration de sa trajectoire. Il ne s'agit pas de représenter un objet avec des contours stables, mais au contraire de chercher des moyens graphiques pour représenter le caractère éphémère de l'apparition dans le feu d'artifice. Donc, comment faire en exaltant les propriétés de la matière, à savoir, là vous ne voyez pas, mais dans le détail de la gravure, il y a un travail absolument extraordinaire sur la recherche à travers les moyens de l'estampe pour restituer le mousseux, le filandreux, le plumeux, le vitrifié, le floconneux ou le pulvérulent, en organisant en trames complexes le tracé des fusées, donc les lignes continues qui traversent le champ, et les semis d'étoiles dispersées sur l'obscurité du ciel, le travail de la gravure permettant de suggérer le rayonnement de l'énergie et la fulguration de la lumière. Alors ça c'est vrai, vous voyez tous ces effets plumeux, floconneux, pulvérulents dans la gerbe de lumière qui surgit de l'île enchantée. En fait, c'est une représentation, c'est une gravure de Israël Sylvestre qui représente un spectacle dans les jardins du château de Versailles, les plaisirs de l'île enchantée, et c'est l'épisode de l'embrassement du palais de l'enchanteresse Alcine. C'est un spectacle de 1674, et vous voyez que dans le dispositif, sous le baldaquin, au premier plan, vous voyez le roi installé de dos, donc qui occupe le point de vue optimal sur le spectacle qui se déroule devant lui.
comme devant une scène de théâtre. Alors, on peut passer peut-être l'image suivante qui donne un autre exemple de cette manière dont les graveurs du XVIIe siècle ont pu représenter ce déploiement de l'énergie lumineuse dans les spectacles de feux d'artifice. C'est une gravure de Jean Lepôtre qui représente un feu d'artifice sur le canal de Versailles en 1674. De la combinaison des éléments déclinés en leurs différents états et échangeant leurs propriétés, l'eau devient du feu, la terre devient de l'air, il y a une sorte d'instabilité généralisée des éléments naturels, doit naître une figure du monde et de son histoire reconstruite dans une projection de lumière éphémère et irréelle, c'est-à-dire sans effectivité. C'est un spectacle qui se disparaît dans le temps de sa production. Il y a une sorte de dépense absolue. Les feux d'artifice donnent à voir le spectacle de l'instabile materia, l'instabilis materia, la matière instable, ou du chaos transformé en harmonie, la volatilité des états et les échanges entre les éléments, transformant la flamme en jet ou le brasier en fontaine. Il y a une sorte de principe de contradiction, d'oxymore, c'est-à-dire une chose se change en son contraire. Et ce n'est pas un hasard si la grande époque des feux d'artifice, à savoir l'âge classique, coïncide avec l'apogée de la culture baroque en Europe, qui devait trouver dans la pyrotechnie un modèle stylistique généralisé. Et Leibniz ira jusqu'à faire du feu d'artifice le modèle de la pensée, en définissant celle-ci comme une fulguration d'instant en instant. La pensée est une fulguration d'instant en instant pour Leibniz. Alors maintenant, si, comme je l'ai dit, on oublie l'origine technique du film né à la fin du XIXe siècle de la combinaison des techniques d'enregistrement et de projection, sa relation au feu d'artifice éclate, si j'ose dire. Comme les spectacles de feu, le film est une projection de lumière colorée, intermittente et éphémère dans l'obscurité. C'est un feu d'artifice à l'ère de la reproductibilité. Une manière de produire un feu d'artifice qui puisse se reproduire. Envisagé comme un phénomène de projection émancipé de la photo-impression, puisque en fait, si on choisit de faire du feu d'artifice le modèle du film, à ce moment on voit se dissocier le film du moment de l'impression photographique des images sur la pellicule. Ce qui compte, c'est le moment de la projection des images dans l'obscurité. Donc, le film émancipé de la photo-impression s'émancipe aussi de son cadre, c'est-à-dire du cadre de l'écran, se spatialise et se démultiplie, tandis que le faisceau lumineux prend une densité et une présence réelle. Ce qui compte, c'est l'événement, c'est la manifestation de la lumière, c'est la projection de la lumière. Les figures stylisées n'ont plus de valeur que compositionnelle ou formelle. Elles perdent en quelque sorte leur dimension figurative. Les figures cessent d'être figuratives. Le traitement de l'espace se résout en un jeu de motifs colorés et de traits qui s'enchaînent, se décomposent, se superposent ou s'opposent. Au réalisme illusionniste du cinéma, qui vise à stabiliser l'apparence transitoire des choses, la réduction des images à des signaux de lumière colorée oppose une forme d'occupation ornementale de la surface de l'écran. L'ordre ornemental n'est pas un ordre du récit, mais de la composition. Il ne vise pas à imiter le réel, mais à le changer en motif. Alors, il faut dire que l'abandon du narratif dans l'histoire des feux d'artifice, dans les feux d'artifice, a aussi une histoire. C'est-à-dire qu'à l'âge classique, au XVIIe siècle, au moment qui correspond aux gravures que je vous montre, les feux d'artifice étaient narratifs. Ils racontaient une histoire qui était en général l'histoire d'une histoire de guerre et l'histoire de la victoire du souverain
soit sur les éléments de la nature, soit sur les autres nations. Mais c'est une histoire de guerre et de victoire. Et ça durait, les feux d'artifice étaient très longs et duraient à peu près 90 minutes. Hein. C'est à peu près le temps d'un feature film, hein. C'est le temps d'un film de fiction. Et en fait, l'histoire de l'abstraction, dans la naissance de l'abstraction dans l'histoire des feux d'artifice est une chose tout à fait intéressante. Et il y a deux hypothèses, hein, à mon sens. Soit l'abstraction dans les feux d'artifice est liée à la naissance des démocraties modernes. Hein, c'est au moment, avec la révolution de 89 en France, que cette narration qui était réservée, enfin qui servait à glorifier le souverain disparaît, avec les idéaux d'égalité portés par les démocraties modernes. Soit c'est lié à l'histoire des abstractions dans les arts plastiques, et à ce moment le curseur se déplace plutôt vers la fin du 19e siècle. Hein. Alors soit il faudrait faire une étude historique pour voir si l'abstraction dans les feux d'artifice naît plutôt à la fin du 18e siècle ou à la fin du 19e siècle. Mais aujourd'hui, les feux d'artifice sont des spectacles pas tout à fait purement abstraits, mais en tout cas totalement métaphoriques, et qui vont plutôt chercher du côté des arts ornementaux, et notamment des arts des bouquets. Hein. En feu d'artifice, je ne sais pas comment ça se dit en portugais, mais en français, on parle, le moment final du feu d'artifice, c'est le bouquet. Donc on voit très bien qu'il y a une métaphore qui relève des arts de la botanique et des arts floraux, hein, pour réfléchir pour permettre de décrire les feux d'artifice. Alors je voudrais vous montrer maintenant un film d'une réalisatrice expérimentale qui s'appelle Rose Lauder, son nom est tout à fait prédestiné, qui a fait une série de films depuis le début des années 90 qu'elle a appelé des bouquets. Ce sont des films qui font 1 minute chacun, hein, donc il y a des grandes séries, il y en a plus d'une vingtaine maintenant, qui sont réalisés en 16 mm, image par image, et qui sont montés directement dans la caméra. Alors il faut que je vous explique un instant avant de regarder le film comment ils sont faits. Elle dessine en fait une partition. Chaque case correspondant à un photogramme du film. Alors, 1 minute de film, c'est 60 secondes, 24 images par seconde, ça fait 6 fois 2, 14, ça fait à peu près un peu plus de 1400 cases. Et elle compose son film dans la caméra d'après la partition. C'est-à-dire qu'elle peut prendre, mettons, 10 images d'un motif. Ensuite, elle laisse 10 images vides, elle reprend 10 images du même motif, puis elle laisse 10 images vides, etc., etc. Et ensuite, elle revient en arrière sans décharger le film de la caméra, et elle remplit petit à petit les cases vides. Si bien qu'elle peut travailler à partir de sa partition exactement comme un peintre. Hein. Elle ne commence pas le film avec la première image pour terminer avec la dernière image, mais elle peut traiter un motif à un certain point du film, aller tout à la fin du film traiter un autre motif, exactement comme un peintre peut se déplacer sur la toile et composer son film, sa peinture, de manière simultanée et tabulaire. Hein. Donc c'est une manière de composer le film de manière tabulaire en oubliant le paradigme de la succession. Et une fois que donc elle choisit les films, le film se construit image par image, et donc il est constitué d'une alternance plus ou moins rapide de motifs, quelquefois, enfin le plus souvent ultra rapide, de sorte qu'à l'écran on voit une vibration de motifs qu'on a l'impression de voir se superposer, alors qu'il s'agit uniquement de juxtaposition, mais les juxtapositions ultra rapides donnent un sentiment de superposition. Et cette énergie vibratoire qu'elle restitue dans ces films, c'est l'énergie qu'on trouve dans les spectacles de feux d'artifice. Et les motifs sur lesquels Rose Lauder travaille sont des motifs floraux, et donc elle travaille sur le motif, hein, elle va dans la campagne au moment où les fleurs éclosent pour filmer ces motifs, et donc on voit très bien comment les films de Rose Lauder, oubliant la technique traditionnelle de l'enregistrement à 24 images par seconde, retrouvent cette origine pyrotechnique du spectacle de feu. Alors on peut regarder le premier film de Rose Lauder. Donc il y a toute une série de films, et on regardera simplement le premier de la série des bouquets. Ce serait bien d'éteindre la lumière.
Voilà, vous voyez, elle signe toujours à l'intérieur des images, hein, lettre par lettre. On peut peut-être regarder un deuxième exemple. Là, on va laisser le deuxième film. Voilà, on peut s'arrêter ici avec les films de Rose Lauder. Hop, on peut s'arrêter. Donc, Rose Lauder retrouve dans la rhétorique de l'éclosion, qui traverse la culture visuelle du feu d'artifice. Enfin, elle retrouve la rhétorique de l'éclosion qui traverse la culture des feux d'artifice, mais le cinéma des premiers temps s'était déjà approprié le spectacle s'était déjà approprié cette rhétorique de l'éclosion dans le spectacle, enfin le cinéma scientifique didactique. Dans les années 10 et 20, on voit une multiplicité de films qui sont réalisés image par image, là encore en oubliant le principe de l'enregistrement à 24 images ou à 18 images secondes à l'époque. Donc ces films didactiques qui représentent des croissances rapides sont réalisés en prenant en laboratoire, en prenant une image d'une fleur toutes les heures ou toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures, ce qui permet à la projection de voir la croissance de la fleur en vitesse réelle. Alors ces films qui ont une pertinence scientifique dans les années 10 et 20, si on les replace, si on les regarde d'une manière purement métaphorique, apparaissent à leur tour ou avant les films de Rose Lauder comme des métaphores des feux d'artifice. Sur l'écran, on voit des fleurs qui s'ouvrent et disparaissent, transformées en figures de lumière par les puissances de la projection. Alors je voudrais vous montrer un film fragmentaire et anonyme, qui était un film teinté, du début des années 20 probablement, qui montre comme ça des croissances rapides, et dans lequel on voit à l'évidence apparaître cette métaphore pyrotechnique. Et en fait, ça rejoint la culture du feu d'artifice japonaise, puisqu'en japonais, hanabi signifie feu d'artifice se dit hanabi, qui signifie littéralement feu de fleurs. Voilà, on peut regarder le deuxième film qui dure environ 7 minutes, mais peut-être on va le regarder en entier.
Oui, on reconnaît la syntaxe de l'étoile et de la fusée qui forment le vocabulaire de base des spectacles pyrotechniques. Et puis ici, comme l'écran est placé assez haut dans l'auditorium, on doit regarder vers le haut pour regarder les images. Donc on se retrouve dans la position axiale qui est celle des spectateurs des feux d'artifice. Il y a aussi ce système de répétition qui est assez spécifique des spectacles de feux d'artifice, puisque les mêmes effets se répètent plusieurs fois. Et là, vous voyez que dans ce film scientifique, les phénomènes sont reproduits plusieurs fois. Voilà. Donc, ce qui signifie en fait qu'il y a une sorte d'esthétique spontanée du cinéma scientifique qui est traversée par une question plastique qui n'est pas du tout consciente. Je ne pense pas que l'opérateur ou le scientifique qui réalisait ces films ait eu la moindre intention de représenter ou de travailler sur ce modèle de pyrotechnique. Alors, les spectacles de feux d'artifice, quand ils apparaissent en Europe et plus particulièrement en Italie, au XVIe siècle, ont d'abord été des installations. Il y a une sorte d'opposition entre installation et projection. Donc, installation au sol ou projection dans les airs. Alors, un théoricien des spectacles de feux d'artifice qui s'appelle Vannoccio Biringuccio publie à Venise en 1540 un traité de pyrotechnie intitulé Della Pyrotechnia, et dans lequel il dit que ce sont les Siennois et les Florentins qui, les premiers, ont pensé à illuminer des théâtres en bois peint en les ornant de statues qui jetaient du feu par les yeux et par la bouche. Alors, je vous montre j'ai pas les films, mais je vous montre deux bandes de photogrammes qui représentent des feux d'artifice installés et non pas projetés. Alors, on peut regarder la diapositive suivante, qui sont en fait des sortes de survivances de ces spectacles de feux d'artifice installés qui apparaissent dans l'Europe du XVIe siècle. La suivante. Voilà, c'est deux bandes de photogrammes de films que je n'ai pas pu numériser pour la conférence. Et ce n'est qu'un siècle plus tard, au XVIIe siècle, que les feux tirés, c'est-à-dire les feux projetés, se généralisent et qu'à l'imaginaire pyrotechnique décoratif ou architectural se substitue un imaginaire de la projection. Au XVIIIe siècle, dans l'article Feux d'artifice de l'encyclopédie, Jean-Louis de Cahuzac, donc l'auteur de cet article Feux d'artifice, défend contre les dispositifs statiques, c'est-à-dire contre les dispositifs installés, le caractère projectif des spectacles de feu et emploie, pour décrire le travail des artificiers, le terme de peinture par action. Il dit peinture par action. Alors évidemment, on pense immédiatement, si on traduit en anglais, à l'action painting. Je le cite. Ces feux d'artifice qui représentent seulement et comme en répétition par les différents effets de couleur, des mouvements, des brillants du feu, la décoration sur laquelle ils sont posés, fût-elle du plus ingénieux dessin, n'auront jamais que le frivole mérite des découpures. C'est une très belle langue du XVIIIe siècle, mais en gros, il dit que les feux d'artifice installés ressemblent à du dessin. Il faut peindre dans tous les arts, dit-il, et dans ce que l'on nomme spectacle, il faut peindre par les actions. Peindre par les actions. Alors, l'univers filmique a évidemment hérité de cette opposition entre installation et projection, qui forme la syntaxe originelle des spectacles de feu.
Projection du côté du cinéma de projection dans les cinémas, installation du côté du cinéma d'avant-garde et du cinéma expérimental qui est installé dans les espaces d'exposition. Donc, je pense que dans la structure même du spectacle pyrotechnique, il y a ce battement entre installation et projection qu'on retrouve dans la culture du cinéma. Et le célébrissime film de Peter Fischli et David Weiss, Der Lauf der Dinge, le cours des choses, réalisé en 1986-1987, apparaît de ce point de vue comme le paradigme de l'installation pyrotechnique reproduite dans le régime du film. Donc, comme on va regarder un extrait parce que le film est trop long pour qu'on le passe en entier, mais il est absolument, si vous ne le connaissez pas, regardez-le, c'est un vrai délice. Donc, il donne à voir une suite d'enchaînements de causalité entre des objets qui se dynamisent les uns et les autres. Donc c'est une suite d'effets en cascade qui sont induits par des effets de choc ou de pyrotechnie. C'est le film est complètement traversé par la question pyrotechnique. Donc c'est une alternance, le film est constitué d'une alternance de suspense et de surprise. Pour Hitchcock, le suspense, c'est on attend l'effet suivant, et la surprise, on ne s'attend à rien, mais l'effet nous surprend. Donc, ce sont les deux effets du cinéma hitchcockien. Hitchcock définissait les films comme une alternance de suspense et du surprise. Donc, c'est un enchaînement. Le film est constitué d'un enchaînement linéaire, implacable et ludique, de causes et d'effets qui obéissent aux lois de la pesanteur, du choc et de la poussée. Donc, toutes ces propriétés de la nature, toutes les propriétés physiques que le feu d'artifice cherche à imiter, et montre une altération continue des substances qui se liquéfient, se changent en mousse ou en fumée, s'évaporent, s'enflamment, explosent. Der Lauf der Dinge est une mécanique, une chimie, mais peut-être aussi une métaphysique, une allégorie matérielle et bricolée du monde qui déroule dans la lignée des spectacles de feu, une suite d'images de guerre et de chaos, le spectacle des forces de la nature et de l'histoire, simultanément déchaînés et contrôlés. Alors on va regarder le commencement du film. Je suis désolé, la copie n'est pas très bonne. Le film a été tourné en 16 minutes. Ça, c'est un typique suspense. La pièce de Fischli Weiss, c'est aussi une pièce musicale. Et le son est probablement très important aussi dans le spectacle.
dû enchaîner. Hein, ça a été... Vous retrouvez les substances du spectacle de feu, le mousseux. Là, ça va commencer à brûler et à exploser. peut-être s'arrêter ici. Hein. Je suis désolé de couper, mais en fait, vous trouverez le film facilement si vous voulez le voir en entier. Mais alors, moi, ce qui me frappe, hein, c'est que avec cette alternance de suspense et de surprise, il reprend la trame du cinéma narratif comme le définissait Hitchcock. Et alors, il y a trois choses dans les résonances, les sous-entendus du film.
La première, c'est une référence, je pense, ce qu'on appelait les feux d'artifice de table à l'âge classique. Il y avait dans les banquets, souvent, on installait des petits feux d'artifice qui s'embrasaient avant les dîners. On appelait ça des feux d'artifice de table. Et je pense que Fischli et Weiss reprennent ce dispositif qui était un dispositif, une sorte de jeu social. Mais il y a aussi, alors la deuxième chose, c'est une référence, je pense, au film Nitrate, ce qu'on appelait le film flamme, avant l'apparition des pellicules qu'on a appelées les pellicules safety. Les pellicules de films étaient très inflammables. Et en 1905, à Paris, il y a une projection publique au bazar de l'Hôtel de la Charité qui a mal tourné. Le film a pris feu et le bazar tout entier, il y a eu des dizaines de morts dans cet incendie. Et l'incendie du bazar de la Charité est resté comme le traumatisme originel de l'histoire du cinéma. Et on a appelé, je pense que le film de Fischli et Weiss est aussi hanté par cette histoire du film Flamme. Et la troisième chose, c'est donc un spectacle de chaos et de guerre que donne à voir les enchaînements de Lauf der Dinge. Mais il y a aussi une référence probablement à à l'attentat, pas seulement à la guerre, mais les feux d'artifice en Italie du Sud sont une technique qui appartient, une pratique qui appartient à la culture de la malavita, la culture des voyous. Ce sont les voyous qui tirent les feux d'artifice en Sicile. Et je pense qu'il y a aussi cette chose avec ces objets un peu maléfiques, un peu bad boys, une référence à cette contre-culture que constitue la pratique du feu d'artifice. Alors, le feu d'artifice est lié à la guerre, à la subversion, mais aussi à la guerre, et c'est une sorte de battement entre la guerre et l'amusement, entre la guerre et la récréation. En 1719, donc un voyageur anglais qui s'appelle John Bell, John of Antermony Bell, qui a écrit un texte intitulé Travels from St. Petersburg in Russia to Other Parts of Asia, publié en 1806, donc accompagné une ambassade de Pierre le Grand depuis Saint-Pétersbourg à la cour de Chine. Et dans son texte, Bell raconte qu'il a rencontré un Tartare qui dirigeait l'artillerie impériale chinoise. Et que celui-ci lui aurait déclaré que les Chinois connaissaient la poudre à canon et l'employaient dans les feux d'artifice depuis 2000 ans. Et ne s'était mis que récemment à l'employer pour la guerre. C'est-à-dire que dans la tradition chinoise, il y aurait une conséquence de l'entertainment à la guerre. Les feux d'artifice sont d'abord des amusements et ensuite il y a eu un emploi destructeur. Dans la tradition occidentale, les choses semblent s'inverser. Par exemple, Jean Appier-Anzelet, dans son traité de pyrotechnie en 1630, traite les spectacles de feu faits pour la récréation, pour l'amusement, en annexe des chapitres consacrés à la guerre. Ils sont le dérivé festif des techniques d'artillerie, privées de leur finalité destructrice, mais constituent, comme la guerre, une pure économie de la dépense. Le point commun entre la guerre et l'amusement, c'est probablement l'idée de dépense. Au cinéma, les effets mobilisés pour la représentation de la guerre, des explosions, des incendies ou des éruptions représentent le lointain écho des spectacles de feu transposés à l'ère de la reproductibilité technique, effet dont un film de Claude Kloski, un artiste français, réalisé en 1995 et intitulé Braum, entreprend de dresser la litanie monotone. Le film de Kloski a été fait avec des captations sur une télévision et donc il a prélevé des effets de feu dans des films d'action de différentes époques et venant de différents horizons. Et en fait, on voit une sorte de répétition monotone des mêmes effets qui en fait traversent l'histoire du cinéma comme si les films de fiction avaient servi de véhicule à des effets spéciaux de
de feu, exactement comme le récit dans les feux d'artifice de l'âge classique servait de support à des effets spéciaux de feu qui pouvaient se reproduire indéfiniment sur des canevas narratifs chaque fois adaptés. Alors on peut regarder quelques images du Braum de Claude Klossky. Ah, je crois que... Ah, si. Donc là, c'est de très mauvaise qualité, mais c'est fait pour. Et vous voyez qu'il y a une sorte de confusion complète de la guerre et de la récréation dans le film de Klossky. Alors c'est assez drôle de regarder les films d'action uniquement du point de vue des effets pyrotechniques, parce qu'à ce moment, on peut retrouver dans un péplum et dans un film sur la guerre du Vietnam des effets spéciaux absolument identiques et avec des trames narratives qui sont complètement disparates. Voilà, bon, on peut s'arrêter, on peut arrêter le film maintenant. Alors, du point de vue de la construction, le film de Klossky est très intéressant parce que c'est une sorte de succession de punctum, de points d'intensité, sans aucun temps mort. C'est une sorte d'exaspération constante d'intensification de l'énergie. Et des effets stylistiques et texturels que l'on voit, dont Klossky dresse le catalogue, sont exactement ceux qui sont décrits par les théoriciens et qui sont reproduits par les dessinateurs de l'âge classique, à savoir les torches, les geysers, les corolles, les brasiers, les compositions centrifuges reposant sur l'omnidirectionnalité, ça part dans tous les sens, et l'indifférence au cadre, la définition de la forme à partir de masses colorées, des masses colorées, et non pas à partir des contours. Dans leur itération, dans leur répétition indéfinie, ces cataclysmes sans syntaxe donnent à voir la désintégration interminable de la substance, c'est-à-dire l'impossibilité de former une histoire. Au lieu de se constituer, les figures se disloquent dans une suite de résolutions sans logique et obéissent à la seule loi de l'exaspération chromatique et lumineuse, de la déflagration et de la perte, formant dans leur intensité même une nappe d'images paradoxalement immobile. Tout bouge à toute allure et tout explose en permanence, et donc on arrive à une sorte de stase, d'immobilité. Et à ce moment, c'est le flux de l'énergie en acte, et à ce moment, on voit comment le film de Klossky rejoint paradoxalement le Flux-film enregistré par Peter Moore pour Yoko Ono, avec une caméra ultra rapide mise au point par l'armée. Donc une caméra utilisée pour la récréation, pour l'amusement, dans le cas de Yoko Ono, mais fabriquée pour la guerre. C'était une caméra de l'armée qui enregistre à 2000 images par seconde, ce qui est extrêmement rapide. Donc le film est réalisé en plan très rapproché et montre l'embrasement d'une allumette qui, à la projection, semble ne pas finir de s'embraser, puis de se consumer. Alors on peut regarder le film de Yoko Ono, qui s'intitule One.
Donc le temps de filmage dure 1 ou 2 secondes et à la projection ça dure 10 minutes. Voilà, on peut arrêter, je pense. Des fumigènes du cinéma primitif, le cinéma de Méliès par exemple est plein de fumée, aux explosions numériques du cinéma contemporain, la technologie pyrotechnique se développe selon une histoire autonome à laquelle le récit n'apporte qu'un canevas narratif. Le Braum de Klossky est une condensation des effets pyrotechniques indéfiniment déclinés, réagencés, selon des scénarios différents, auxquels le film d'action, de guerre ou de science-fiction servent de véhicule. Mais les spectacles de feu n'ont pas seulement laissé sur le film une trace figurative ou narrative. Lorsque le cinéma revient sur lui-même pour comprendre, pour élucider ses propres pouvoirs, pour explorer ses propriétés optiques, texturelles ou chromatiques, il se trouve inéluctablement ramené à des phénomènes de projection ou de luminescence.
Le film est pyrotechnique jusque dans sa structure. L'émission de lumière intermittente et éphémère dans l'obscurité reste son indépassable condition de possibilité. Les néons et les anciennes lumineuses que Eugène Deslave, en 1927, transforme en spectacle pyrotechnique sont la trace de cette appréhension du film comme spectacle de feu. Donc il filme la nuit dans Berlin, Paris et Prague, les vitrines, les enseignes lumineuses, les néons, et une sorte de, comme une nuit artificielle, une constellation artificielle, et répète, avec les moyens techniques de l'enregistrement et de la projection, l'histoire du ciel que racontaient les spectacles de feu de la Renaissance et de l'âge classique. Alors on peut regarder le Nuit électrique de Eugène Deslave. Donc c'est une copie, c'est un cinéaste ukrainien, la copie est russe, mais il était installé à Paris à la fin des années 20. En fait, Deslave retrouve cette idée de dessin en mouvement, qui était celui des artificiers de l'âge classique. Et les lumières de la ville sont au ciel ce que la reproductibilité est au spectacle de feu. Il y a une sorte de double analogie et il y a le cercle se referme. Vous voyez comment une double artificialisation des feux d'artifice dans le dispositif du film et artificialisation de la nature dans les lumières électriques. Voilà, on peut s'arrêter sur le soleil de Deslave. Mais on voit bien comment, à la lumière des lumières électriques de Deslave, le film apparaît comme une cosmologie moderne, comme la cosmologie de la modernité. Et Peter Kubelka, un grand cinéaste expérimental autrichien, a pu ainsi décrire le film comme un dispositif démiurgique permettant de passer 24 fois par seconde de la nuit au jour et du jour à la nuit. En 1960, il réalisait ainsi Arnulf Rainer,
Donc c'est un film commandé par l'artiste Arnold Freiner, qui est composé d'une alternance complexe d'amorces transparentes et noires et de bandes son vides et de sons saturés. Donc à l'écran, on a des impulsions lumineuses sans couleur et puis des sortes de sons très intenses, de bandes son saturées et puis de silence. Et à la projection, donc, on reçoit des éclairs de lumière blanche très violents, intermittents et de durée variable, scandés par des plages de bruit assourdissants. Alors, je peux vous montrer l'image fixe suivante, qui est une installation d'image fixe. Voilà. Une installation de Arnold Freiner du film dont on voit très bien la structure avec Peter Kubelka qui pose devant son film. Les flicker films ou les films clignotants, dont Kubelka et après lui Paul Charitz dans les années 60 et 70 ont produit des formes extrêmes, faisant alterner image par image à un rythme ultra rapide des pans de couleurs pures, des amorces donc sans prise de vue réelle, des plages de couleurs pures, réduisent l'événement filmique à une suite d'impulsions lumineuses discontinues qui débordent le cadre circonscrit par l'écran pour envahir l'espace de la projection même. Il y a une sorte de spatialisation de l'image cinématographique, qui rejoint en fait le décadrage des spectacles pyrotechniques. Alors on peut regarder un court extrait d'un flicker film de Charitz, qui est constitué de plages de couleurs pures, de monochrome, qui alternent à des vitesses plus ou moins rapides et qui s'intitule Nothing. Voilà, on peut s'arrêter. Et vous voyez comment dans le film de Charitz, le film de Kubelka, impossible de vous le montrer parce que Kubelka a toujours refusé les numérisations. Donc on peut le montrer seulement en pellicule, soit en 16 mm, soit en 35 mm, mais pas en numérique. Et vous voyez comment dans le film de Charitz, l'expérience du film s'est complètement autonomisée de la photo-impression et du photographique. Le photographique n'est plus du tout nécessaire n'est plus du tout requis pour définir l'expérience du film. Et comme dans le cas de Kubelka ou de Paul Charitz, les Solid Light Films, dont Anthony McCall entreprend la réalisation au commencement des années 70, sont de simples lignes géométriques tracées sur la pellicule et le film étant projeté dans la fumée, prend une densité et un volume matériel. Alors on peut passer les deux images suivantes. C'est deux images des installations de lumière solide de Anthony McCall. Et la suivante. Voilà. Émancipé à la fois de la salle et de l'écran, le film reporte l'accent de l'expérience filmique sur le fait même de la projection. C'est la projection qui est l'événement lui-même et non pas l'image projetée.
Le faisceau n'est plus le vecteur invisible qui sert à transporter l'image, il est l'image elle-même, dotée d'une présence réelle. Et c'est sans doute dans l'histoire de l'expanded cinema, avec les Vortex Concerts montés par Henry Jacobs et Jordan Belson au Morrison Planetarium, donc dans un espace dédié à l'observation des phénomènes cosmiques, à San Francisco, donc le Morrison Planetarium de San Francisco, entre 1957 et 1960, pendant 3 ans, donc les Vortex Concerts se sont déroulés, que le film, démultiplié et multidirectionnel, renoue le plus évidemment avec les mythes cosmologiques véhiculés par les spectacles de feu. On peut voir une image fixe d'un film projeté dans le planétarium de San Francisco. Jordan Belson décrit ainsi les projections organisées au Morrison Planetarium. Je cite, « Nous avons expérimenté des projections d'images qui n'étaient pas limitées par le cadre de l'écran. La lumière était masquée et filtrée et les images ne touchaient pas le cadre. Cela produisait un effet étrange. Non seulement l'image était libérée du cadre, mais elle était libérée de l'espace tout court. Elle se tenait dans la tridimensionnalité parce qu'il n'y avait pas de cadre. J'ai utilisé des stroboscopes, des projecteurs directionnels pivotants, des projecteurs kaléidoscopiques et 4 projecteurs zénithaux spéciaux pour produire des interférences de motifs. Nous arrivions à projeter des images sur la totalité de la coupole, de sorte qu'elle paraissait s'écouler du point central de la voûte et glisser le long des murs. Parfois, l'espace tout entier semblait tourner sur lui-même et trembler. Et je pense que c'est effectivement dans le cadre de l'expanded cinéma qu'on trouve, qu'apparaît avec la plus grande évidence cette coïncidence ou ce retour du film vers l'expérience des spectacles de feu. Alors maintenant, je voudrais vous montrer dans sa totalité un film de Jordan Belson intitulé Alios, qui a été projeté dans le Morrison Planetarium. Et peut-être vous retrouverez en voyant le film quelque chose de cette expérience cosmique qui est commune à l'expérience du film et des feux d'artifice.
Ne plus voir dans les figures que des amas de taches ou des amas de taches ou des traits de lumière clignotant sur un fond d'obscurité. Ne plus regarder leur formation, mais leur disparition. Non plus se laisser porter par l'illusion d'une stabilisation des formes à la surface de l'écran, mais par la réalité de leur évanescence. À la faveur de ce renversement de perspective, l'histoire du film que l'histoire du film expérimental aura permis d'opérer, l'analyse du film en termes pyrotechniques s'élargit. Le cinéma tout entier se résout en une succession de phénomènes de brillance, nous donnant à voir la formation de spectres se séparant de leur masse, une collection d'effets interchangeables portés par un récit mythologique ou historique qui se consume dans le temps même de son évocation. Dans le récit filmique, comme dans le récit pyrotechnique, l'embrasement n'a pas seulement la fonction d'un punctum. Il est la chair même de ces êtres de visibilité que sont les figures, peuplant un pseudo-monde incandescent, impermanent et sans effectivité. L'apparition des figures est indissociable de la disparition des corps. Pour qu'une figure apparaisse, il faut qu'un corps disparaisse. Quand elle s'ouvre à cette intuition, l'histoire du cinéma devient une histoire de fantômes. Merci. Bom, nós temos ainda uns 20 minutos para debate, então vou abrir para questões para o Philippe Michaud. Ok. Uma primeira questão, alguém? Alguém com alguma ideia pirotécnica aí, para dar uma movimentada no debate? Okay. Bom, então, para iniciar uma questão, na literatura, na passagem do século XVIII para o século XIX, por exemplo, a gente tem no Fausto do Goethe e já no século XIX, por exemplo, em alguns contos do Edgar Allan Poe, nós temos uma espécie de ambiência que inclui espaços de clausura, né, que traz uma certa construção artificial da escuridão e diversos efeitos ópticos, incluindo fogos de artifício, né? Explosões, exploração do fogo-fato, por exemplo. Na sua pesquisa, existe alguma ponte com esse tipo de imaginação, digamos, fílmica, já na passagem do século XVIII para o século XIX, nessa, digamos, ambiência gótica? Então, a gente pode fazer alguma relação aqui? Ben oui, moi je pense qu'il y a un rapport avec la littérature fantastique à cause de cette question de la dissociation de l'apparence et de la substance. C'est-à-dire que le spectacle de feu d'artifice, comme le spectacle filmique, est une sorte de grande désubstantialisation. Il ne reste plus que des apparences flottantes et on est toujours il y a une sorte de naïveté très peu spontanée finalement du spectateur qui joue avec la désincarnation des images. C'est-à-dire que ce qu'on voit flotter à la surface de l'écran
ou en dehors de l'écran, dans le cas du cinéma expanded ou dans les spectacles de feu, c'est des phénomènes d'apparition sans incarnation. Donc ce qu'on voit, c'est des fantômes. Mais en même temps, il y a cette idée que les fantômes ne sont pas tout à fait privés de substance. Un spectacle de feu d'artifice peut devenir dangereux. Ça peut, les explosions, les fusées peuvent retomber, peuvent blesser des gens. À l'âge classique, il y a d'innombrables exemples de feux d'artifice qui tournent mal. C'est-à-dire que les feux d'artifice représentent la guerre, et c'est une sorte de guerre idéalisée, de fantaisie de guerre, un fantôme de guerre, mais quelquefois la guerre se réalise vraiment et les fusées retombent, explosent au milieu des spectateurs. Et il y a quelquefois beaucoup de morts dans les spectacles de feux d'artifice à l'âge classique. L'incendie du bazar de la Charité, c'est la même chose. Il y a cette idée que, enfin, cet événement traumatique qui hante l'histoire du cinéma, que ce que montre le film, c'est-à-dire des fantômes, des spectres, brusquement que les fantômes peuvent brusquement prendre réalité. Et je pense que cette idée traverse la littérature fantastique. Et peut-être l'apparition de phénomènes de projection spectrale ou de feux d'artifice dans la littérature gothique ou fantastique est le symptôme de cette ambiguïté qui s'attache au spectacle de projection, disons, d'une manière plus générale. Bon. O Paul Virilio tem livro chamado Guerra e Cinema, em que ele estabelece uma série de relações entre os dispositivos técnicos de filmagem, a guerra moderna, a guerra tal como ela é definida desde Clausewitz, pelo menos, e a aeronáutica, né? A questão da história da aviação e depois da história dos foguetes, dos satélites, etc. e tal. Ouvindo o senhor expor essa relação entre filme e fogos de artifício, muitas vezes me vinha à cabeça esse livro, as questões que o livro do Paul Virilio coloca. Eu queria saber o que o senhor acha desse trabalho específico do Paul Virilio, se ele influenciou essa sua pesquisa ou não. Obrigado. Le livre de Virilio, non, pas directement, mais cela dit, je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce que je disais. C'est un magnifique livre qui a été très 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 important, dans lequel il montrait que le cinéma prenait l'expérimentation cinématographique avait trouvé dans l'industrie militaire, dans l'industrie de l'armement, une sorte de laboratoire. C'était une sorte de conséquence de la guerre moderne au spectacle moderne. C'était une idée tout à fait magnifique et qui était aussi une idée qui est développée dans la théorie des médias par Kittler, par exemple. Mais ce qui est très frappant dans l'histoire des feux d'artifice, j'en ai dit un mot, c'est le rapport ambivalent entre la guerre et le spectacle. C'est-à-dire que dans la tradition chinoise, il y a une sorte de conséquence du spectacle à la guerre. Dans la tradition occidentale, il y a une conséquence de la guerre au spectacle. Et peut-être c'est circulaire, puisque si l'armée a été un lieu d'élaboration des dispositifs de projection, par exemple la balistique, c'est une science militaire avant peut-être d'être une science récréative, mais ça marche dans les deux sens, parce qu'après c'est le dispositif, sont les dispositifs d'image qui deviennent des lieux d'élaboration militaire. On le voit très bien dans les vols simulés, par exemple, aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une sorte de circularité de la guerre et de l'amusement. Et peut-être il faut qu'il y ait cette dimension désincarnée du jeu. Il faut qui permet peut-être aux militaires de trouver la guerre supportable. Pour que la guerre soit supportable, il faut qu'on fasse semblant que ce soit un jeu. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi.
Pour que les pilotes puissent bombarder des villes, il faut que ça ressemble à un jeu vidéo, sinon c'est pas possible. Você faz uma relação entre o desenho, não como representação, mas como traço em movimento, com o filme como desenho. E depois você, no começo, você mostrou umas imagens de uma gravura, de duas gravuras, que também tem essa relação dos efeitos, mas como superposição de camadas, diferentes explorações de texturas, qualidades. E depois você fez uma relação no filme, essa dimensão pirotécnica dessa estrutura do filme, como uma estrutura não narrativa, não sucessiva. Eu gostaria de saber um pouco mais como você vê essas relações do desenho com o filme. Enfim. Alors, le rapport, il est entre un type particulier de dessin et le film. Ce que je veux, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est établir un rapport entre spectacle de feu et film. Et donc je me suis demandé comment les dessinateurs, ou les graveurs, mais j'aurais pu montrer des dessins aussi, comment les dessinateurs ont fait pour représenter le caractère éphémère de l'émission d'énergie et de lumière. Et probablement, les cinéastes avaient à leur disposition un médium qui leur permettait de dessiner sans inscription. Il n'y a plus de surface, d'inscription, il n'y a plus de stabilité. C'est comme un dessin qui disparaît dans le moment où il apparaît. Mais je pense que le film a autant à faire avec le dessin qu'avec la photographie. C'est-à-dire que pour définir un film, on n'a pas besoin du photographique. Le photographique, c'est une application du film. Et si on détache le film de son rapport au photographique, en disant c'est une rencontre mais c'est pas nécessaire, à ce moment, ça libère la voie à une conception du film en termes de dessin. Et Cahuzac, donc l'auteur de l'article de l'encyclopédie, disait le spectacle de feu d'artifice, c'est de la peinture par action. Il y a action painting, c'est mettre l'accent sur le geste et plus sur la surface inscrite. C'est une chose qui disparaît dans le moment où elle apparaît. C'est clair? Je peux improviser. Tem espetáculo que todo espectador que frequentou o cinema, pelo menos no Brasil, nos anos 70 e 80, nos cineclubes, nós presenciamos um espetáculo de uma grande beleza plástica, que eu acho que tem a ver com esse fogo de artifício, que é o que aconteceu lá no Bazar de la Charité, mas que não é mostrado em termos plásticos nos filmes que você deu como exemplo, que é o fotograma pegando fogo. Esse momento era assim, quase um presente para o espectador. Ao mesmo tempo a gente ficava triste porque o filme queimou, mas ao mesmo tempo era tão bonito e cada vez era uma experiência renovada, né? E aí eu fico pensando se esse espectro que se inscreve no fogo não é, na verdade, uma espécie de vocação original do cinema de remeter, de nos devolver a imagem e de nos mostrar enquanto espectador o tempo inteiro. Não é? Porque todos os exemplos de filmes que você deu são filmes experimentais que o tempo todo estão nos assinalando a nossa presença de espectador. Entende o que eu estou dizendo? Nous sommes là, dans la sala. E aí eu fico pensando, por exemplo, a alternância do preto e do branco no Hurlement en faveur de ça, de Debord, que é um pouco isso também. O objetivo era nos
assinalar como espectador de um filme impossível. Não tem filme, passemos diretamente ao debate. Aí o fantasma, onde que ele circula? Ele está no real, né? Não sei. Nós, o fantasma, talvez. No mesmo. Talvez o gesto político desse cinema pirotécnico seja de nos iluminar, de jogar a luz para nós, né? De nos éclairer la salle. Non? Je sais pas. Je ne sais pas de quel film vous parlez, d'un film que est-ce que par exemple Paul Charitz a fait une série de films qu'il appelait les Burning Films, qui étaient des refilmages de pellicules qu'il arrêtait dans le projecteur et qui se mettaient à brûler. Je ne parle pas d'un film. É um efeito de no momento da projeção pega fogo e nós assistimos esse acidente, acidente de projeção. Je ne parle pas d'un film, mais d'un accident de projection. Charitz a fait ça, hein. Dans le cinéma expérimental, il a refilmé sur un écran de la pellicule qui prenait feu dans le projecteur. Hein. Il arrêtait le film dans le projecteur et il filmait sur l'écran la pellicule qui se mettait à brûler. Donc quand on projette le film de deuxième génération, on voit de la pellicule qui brûle sur l'écran et on ne sait pas si on voit la projection d'une image qui brûle ou si l'image est réellement en train de brûler. Alors ça c'est tout à fait caractéristique du cinéma de Charitz, puisqu'en fait il fait passer de la représentation de l'image sur l'écran à la présentation du film réel dans l'espace de la projection. Et peut-être c'est une des fonctions du cinéma qu'on appelle expérimental, c'est de dire qu'est-ce que c'est que l'expérience du film en général. Hein. Et j'ai montré une série de films expérimentaux, hein, c'est vrai, mais c'était en fait pour montrer que tous les films peuvent peut-être être conçus comme des phénomènes qui se rattachent à la tradition des spectacles de feu, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans la culture de la projection. Hein. Je dirais qu'il y a une grande culture de la projection qui traverse toutes les périodes, y compris les périodes antérieures à la reproductibilité technique. Et quand on regarde un film de fiction, on est toujours dirigé par un point de vue finaliste, hein, c'est-à-dire que on anticipe quand on regarde un film et on regarde la formation des figures. On regarde comment une figure apparaît, mais on regarde jamais comment une figure disparaît. On est toujours attentif au phénomène d'apparition, jamais au phénomène de disparition. Et si on renverse les choses, et si on dit le fait qu'une figure apparaît, c'est le signe qu'un corps a disparu. Hein, c'est-à-dire, c'est ce qui est pas du tout usuel hein, dans l'expérience qu'on fait des images projetées. À ce moment, si on est attentif à la disparition, ce qu'on voit, c'est vraiment des fantômes. Hein. On arrête de croire qu'on voit des corps. Mais si on est attentif au phénomène de disparition, ce qu'on voit, ce sont des figures, ce ne sont plus des corps. Et quand on regarde un film de fiction de manière naïve, ce qu'on voit, c'est des gens qui traversent une rue, qui se serrent la main, qui s'embrassent, qui se tapent dessus. Mais on ne voit jamais ça en termes de figures. Mais si on arrête de regarder ça, si on regarde les figures comme l'équivalent de la disparition des corps, à ce moment, ce qu'on voit, c'est des phénomènes de brillance. C'est des taches de lumière qui se déplacent sur l'écran. Et peut-être le cinéma expérimental nous apprend à voir la totalité du cinéma comme une expérience comme des phénomènes de brillance. Mais je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Bom, mais alguma questão? Não? Bom, gente, então eu vou encerrar. O livro do Philippe Alain Michaud, esse novo livro, ele está à disposição agora para a gente, então temos ainda um tempinho para uma sociabilização fora do auditório com o Philippe Alain. Quem tiver mais questões, convido vocês para retornarem na próxima semana. Terça-feira tem a conferência do Stefan Andriopoulos sobre cinema e hipnose,
E na quarta-feira, terça-feira às 19 horas aqui, né? E com lançamento de livros também. E na quarta-feira, no IFIX, às 5 horas da tarde, na Sala Celso Lemos, nós teremos também uma segunda conferência do Stefan Andriopoulos sobre o outro livro dele que também estamos lançando, chamado Aparições Espectrais, que dialoga inclusive muito com questões que o Philippe Alain trouxe hoje para a gente com essa bela conferência. Bom, essa conferência luminosa. Então agradeço a presença de todos e mais essa fala do Philippe Alain e convido vocês então para retornarem na próxima semana. Obrigado.